très rapidement, parce que je suis trop bavard, euh, les effets. Euh, Là aussi, grosse complexité. Ce que je vous disais avant, c'est grande complexité du type, du nombre de molécules chimiques et de la diversité, grande complexité du fait qu'on en trouve un peu partout dans tous nos environnements mondiaux. Et là, on se retrouve dans la difficulté du nombre de sites et de possibilités d'action. Et bon, bah, là, vous voyez une enquête qui a été faite par Que Choisir sur toute une série de produits chimiques dans lesquels on va trouver la présence de certains de ces produits. Mais est-ce que présence du produit veut dire risque? Et ça, c'est valable pour la chimie en général. Il ne suffit pas de dire nous avons un perturbateur endocrinien dans l'air, dans l'eau. S'il n'y a pas d'impact sur la santé ou d'impact nocif, il n'y a pas de risque. Donc, on sait que sur la faune animale, on a observé les faunes animales, surtout dans les milieux aquatiques qui vivaient dans des zones contaminées. On a vu des impacts dans les années 50 sur les loutres, dans les visons, sur les alligators en Floride. Alors donc, on a observé beaucoup d'effets sur les populations animales qui ont beaucoup alerté. Et après, évidemment, tout de suite, on a fait le lien en disant et qu'est-ce qui peut se passer sur l'homme. Donc, on observe des effets sur les animaux dans la nature, on observe des effets sur les animaux en laboratoire, et on a beaucoup de suspicions, évidemment, chez l'homme, parce qu'on ne peut pas faire d'expérimentation très sophistiquée sur l'homme quand même. Et donc, vous avez des problèmes d'impact sur la qualité spermatique chez l'homme, beaucoup de cancers hormonodépendants, des problèmes de malformation, d'évolution de l'âge de la puberté, l'impact sur les hormones thyroïdiennes dont on pense que ça a un impact important sur le développement intellectuel, sur la croissance et aussi un impact sur le diabète et l'obésité. Donc, vous voyez, la diversité est assez considérable et il faut pouvoir s'attaquer à tout ça. Et évidemment, les phases les plus importantes sont les phases du début sur lesquelles on va revenir. Et donc, vous pouvez avoir plusieurs types. Là, c'est un exemple de pesticides dans lesquels certains favorisent la disparition de la testostérone, hormone masculine, d'autres qui diminuent la synthèse de cette hormone, les troisièmes qui sont eux-mêmes estrogènes et d'autres qui sont anti-androgènes. Donc, ça veut dire qu'avec des effets différents, des pesticides différents conduisent tous à la même chose, c'est-à-dire la féminisation des organismes. Et donc, on a des effets assez compliqués qui peuvent interagir sur le récepteur aux hormones, sur le transport de l'hormone, sur la fabrication de l'hormone. Vous avez par exemple certains produits chimiques qui empêchent la thyroïde de fabriquer l'hormone. Donc, ce n'est pas que de l'interaction sur les récepteurs. Et donc, c'est tout cet ensemble-là qui est quand même extrêmement compliqué, avec des actions sur les glandes endocrines, sur le transport des hormones, sur le métabolisme hormonal. Donc évidemment, pour mesurer tout ça, on n'a pas un seul test avec un stick qu'on peut tremper dans quelque chose. On est obligé d'avoir des batteries d'essais différents pour pouvoir observer l'ensemble de ces phénomènes. Et chaque test a ses propres limites. Alors en mesure de tous ces paramètres, on a une grande batterie, alors bien sûr d'analyse chimique, mais qui ne vous donne pas l'effet biologique, des essais in vitro, des essais in vivo. Tout ça commence à être bien codifié au niveau international. Et on a en gros beaucoup de batteries d'essais pour pouvoir faire des mesures. Et il faut poser une bonne question pour l'appliquer à un bon test, parce qu'il y a des gens qui vous vendent le test magique qui vous fait des mesures de perturbateurs endocriniens absolus, qui vous donnent toutes les réponses. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Il y a des tests qui ont chacun leurs effets. Et ben voilà, il y a des liens avec le diabète, notamment ici, vous avez un certain nombre de molécules, la choléine, le bisphénol A, les PCB, qui interagissent avec les cellules lipidiques, le métabolisme du glucose. Enfin, vous voyez, on ne peut pas rentrer dans le détail là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est toute cette complexité d'interaction qui est nouvelle dans la toxicologie, où en général, on était content, on avait un produit toxique, une cible et un effet. Et là, on se retrouve avec une multitude de produits chimiques, une multitude de cibles et des effets extrêmement complexes. Alors, vous voyez ici des exemples de la baisse de la qualité spermatique depuis les années 80 jusqu'à 2000. C'est des données en France à gauche, en Chine à droite, qui sont à peu près similaires. Alors, il n'y a pas que ça qui interagit aussi sur la baisse de la qualité spermatique. Des impacts chez des professionnels, les gens qui travaillent dans l'agroalimentaire, dans la cosmétique. On parle toujours du grand public, mais on oublie parfois un petit peu aussi le côté professionnel des travaux, avec une exposition à beaucoup de produits chimiques. Et donc, le bilan à mi-parcours de cette deuxième stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, ben, elle dit, vous savez, hein, malgré tout ce qu'on a pu faire, il y a encore de très grands enjeux à développer avec acquérir de la connaissance, étudier des fonctions cibles, etc. Il y a encore beaucoup, beaucoup de connaissances dont on a besoin, mais il ne faut pas utiliser ce besoin de connaissances nouvelles pour ne pas progresser dans la réglementation, la protection des populations.
Donc D'où voilà ce que je voulais vous dire en général, puis après on va répondre aux questions plus précisément. d'où l'intérêt d'être dans une démarche de prévention, heu, afin de limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens le plus possible et le plus précocement possible. Et c'est pour ça que on a intégré ce thème dans la série de webinaires consacrés aux 1000 premiers jours de la vie, parce qu'on est là face à une période particulière, à différents points de vue, et je vais peut-être laisser au professeur Storm la possibilité de nous expliquer pourquoi, les 1000 premiers jours, ont autant d'importance dans la vie d'un individu, que ce soit pendant son enfance ou à l'âge adulte. Et quels sont les effets que l'on associe actuellement aux perturbateurs endocriniens aux 1000 premiers jours de la vie? Bonjour à toutes et à tous. Moi, je voudrais faire effectivement le lien avec les 1000 jours et les webinaires précédents sur le sujet. Voilà, donc juste une diapo qui résume un peu le principe des 1000 jours. On a longtemps considéré que le devenir à long terme, à l'âge adulte, voire l'adulte vieillissant, était en pratique génétiquement programmé le jour de la fécondation. Mais depuis, on sait bien sûr que l'environnement a un impact sur notre santé et nous dévie de notre parcours génétiquement programmé, dans un sens ou dans un autre, hein. Un mode de vie favorable, améliore la santé future. Le point important qui est illustré sur cette diapo, c'est que au plus précocement dans la vie, on est exposé à un environnement défavorable, au plus l'impact à l'âge adulte sera important. Et c'est vrai dans l'autre sens aussi. Un mode de vie sain pendant cette période précoce de la vie va avoir un impact très important pour la santé future. Donc c'est simplement pour illustrer l'idée que, l'environnement a un impact bien plus important pendant la période précoce. La période précoce, on l'estime, donc sur cette période des 1000 jours qui va, de la fécondation jusqu'à l'âge de 2 ans de bébé, 9 mois de grossesse, 24 mois, ça fait 1000 jours. Donc période particulièrement sensible, et quand on parle des facteurs de l'environnement, et c'est ce dont on parle aujourd'hui, naturellement, on pense aux toxiques de l'environnement qui, pendant ces 1000 premiers jours, peuvent avoir un impact à long terme. Mais je voudrais quand même rappeler que, quand on parle des 1000 jours, c'est toujours une vision holistique qu'il faut avoir, parce que tout est lié. Et d'ailleurs, l'impact des toxiques de l'environnement, est plus important lorsque le mode de vie est déséquilibré que lorsque le mode de vie est sain. Donc en fait, on ne peut pas déconnecter complètement un effet des autres facteurs environnementaux que j'ai listés ici. Donc le mode de vie, l'activité physique, la façon de s'alimenter, l'exposition à un stress chronique, et surtout aussi pour la période précoce après la naissance, c'est les pratiques éducatives et la qualité des interactions entre les parents et l'enfant. Et tout ça conditionne en fait le capital santé plus tard dans la vie, et conditionne aussi les compétences psychosociales. Et ces compétences psychosociales, finalement, c'est la destinée d'une personne qui est en jeu. Et dans les cas défavorables, c'est, la survenue plus tard dans la vie des maladies non communicables, dont a parlé, Yves Lévy, juste avant, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, les maladies allergiques, mais aussi les troubles du neurodéveloppement comme les troubles du comportement. Voilà, je voulais juste introduire, ce schéma-là pour revenir, plus spécifiquement aux pesticides. Oui, pendant la période de 1000 jours, on est exposé, aux, perturbateurs endocriniens, parce que, déjà à la naissance du bébé, on retrouve, en l'occurrence ici, des pesticides, dans le méconium de l'enfant qui vient de naître. Donc les méconiums, c'est les premières selles du bébé, et c'est dire qu'il a été exposé, in utero, donc entre un voire plusieurs pesticides différents. Il y a énormément d'études actuellement qui montrent, les liens entre l'exposition précoce aux perturbateurs endocriniens et les conséquences à long terme. Et vous voyez que ça concerne essentiellement, les conséquences neurodéveloppementales et cognitives, le développement de cancer, les conséquences respiratoires et l'obésité et le diabète. Alors,
Pendant la grossesse et pendant cette période précoce, l'exposition aux perturbateurs endocriniens est susceptible d'entraîner un certain nombre de conséquences. Alors, je ne vais pas naturellement vous décrire chacune de ces conséquences, j'en ai pris quelques-unes. L'exposition pendant la vie fétale à certains phtalates augmente le risque de prématurité. On a plus de risque de naître prématurément lorsqu'on a été lourdement exposé à ce phtalate de type DEHP. Et on sait pourquoi, on a compris les mécanismes. C'est parce qu'il rentre en compétition avec la progestérone qui favorise la relaxation des fibres utérines. On sait aussi que l'exposition aux perturbateurs endocriniens pendant la grossesse est associée à un petit poids de naissance, à un retard de croissance intra-utérin, surtout si l'enfant naît prématurément et surtout si c'est un garçon. Et vous voyez là, la liste est longue en fait d'impact à très long terme ou à long terme de l'exposition précoce aux perturbateurs endocriniens. Vous voyez qu'à très long terme, l'exposition anténatale est associée à l'obésité chez l'enfant, à du diabète, chez l'adulte. Ça, c'est un point important effectivement qui est préoccupant, hein, compte tenu de l'incidence actuellement, de ces maladies. Mais ce qui nous préoccupe le plus, nous en tant que pédiatres, mais aussi probablement vous en tant que, parents, futurs parents, c'est les liens entre cette exposition précoce pendant les 1000 jours et les troubles du neurodéveloppement. Et ça a été démontré déjà il y a 10-15 ans. Ici, dans cette expérience, on a badigeonné de la crème solaire chez des rates gestantes et on a regardé comment se développaient les compétences des petits ratons. Et on s'est vite rendu compte que les petits ratons dont les mères avaient été exposées à certaines crèmes solaires étaient moins compétents pour retrouver leurs traces dans un labyrinthe. Et on a pu comprendre les mécanismes qui ont été décryptés. Et puis, dans les années qui ont suivi, il y a eu des études épidémiologiques qui ont fait des liens entre le degré d'exposition aux perturbateurs endocriniens pendant cette période de la vie et des troubles du comportement, comme les déficits de l'attention ou l'hyperactivité, voire l'autisme, même si la part génétique est plus importante dans cette pathologie. Voilà, depuis, effectivement, les études se sont multipliées et c'est vraiment le point préoccupant des perturbateurs endocriniens en période précoce, c'est ces troubles du neurodéveloppement, essentiellement les troubles de l'attention, mais aussi les troubles des apprentissages, donc les difficultés scolaires, les troubles du comportement, troubles de la régulation des émotions, voire des troubles de l'humeur et éventuellement, mais là je le mets un point d'interrogation, une association avec les troubles du spectre autistique, point d'interrogation. Voilà, donc voilà un peu ce que je voulais vous dire sur les liens entre l'exposition précoce et les risques qui sont essentiellement neurodéveloppementaux, mais à repositionner dans le contexte des 1000 jours, c'est-à-dire qu'il faut voir ça dans un contexte holistique. Il n'y a pas que les perturbateurs endocriniens qui conditionnent le devenir d'une personne. Il y a bien d'autres facteurs et qui ne sont pas isolés les uns des autres. Ils sont tous en lien.